Une étoile meurt pour laisser la place à une nouvelle. Ce chapitre marque pour la première fois de l'histoire la mort d'un membre du Gorosei. Alors qu'il n'avait plus aucun ennemi en face de lui, Saturne est mort, tué par Imu de sa position à Marie-Joise. Sans attendre, un nouveau dieu guerrier de la science et de la défense prend immédiatement la place de G. Garcia. Je vous présente Fingerland Garling, le nouveau doyen. Dans cette review, vous découvrirez absolument tout ce qui implique ce grand changement ainsi que le secret caché des chevaliers divins. Sans oublier de mentionner le punk record qui prend son envol et confirme ma théorie du chapitre 1073 sur le plan d'urgence de Vegapunk pour protéger le plus précieux des trésors de Egghead. Vous l'aurez compris, nous nous apprêtons à vivre la review d'un grand chapitre, mais tout de même je dois vous poser une question. Maintenant que l'arc d'Egghead est officiellement terminé, combien le noteriez-vous sur 10? L'avez-vous aimé, détesté? Avez-vous été conquis par le message de Vegapunk et l'incident que ça a déclenché? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux qu'on se serve de cette vidéo pour récolter un maximum d'avis sur cet arc qui a changé le monde. Littéralement. Yo les bros, c'est Goji et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à vous informer de deux petites choses. Premièrement, ce soir, gros live sur Twitch où on va débrief le chapitre et demain, grâce au frérot Jumpy-Chiban, on ouvre une case entière de OP09, la nouvelle extension du TCG One Piece qui recèle pas moins de 4 cartes manga des empereurs ainsi qu'une carte manga dorée de Roger, voilà rien que ça. Donc je compte sur vous et votre présence ce soir pour l'analyse et demain pour l'opening gigantesque en collaboration avec Jumpy-Chiban qui est d'ailleurs toujours le partenaire de la chaîne et vous permet d'obtenir tous les derniers goodies One Piece japonais officiels ainsi que bien d'autres licences. On en reparlera de toute façon un petit peu plus tard car j'ai encore quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a fait sensation récemment, Zenless Zone Zero. Petit nouveau de chez Hoyoverse que vous connaissez sûrement très bien pour Honkai Star Rail et le Genshin Impact. Zenless Zone Zero est un action RPG se déroulant dans la ville futuriste de New Eridu aux allures post-apocalyptiques. Lycaon, Helen, Soldier Eleven, le choix est vaste pour composer la meilleure des teams. Dans la nouvelle mise à jour, c'est Jane qui apparaît, une séduisante méchante qui cache d'innombrables secrets derrière des mensonges et avec un cerveau criminel de génie. Cette experte du crime est membre d'un gang excellent dans les situations extrêmes et périlleuses. L'expérience du combat est terriblement passionnante et satisfaisante, demandant une vraie réflexion stratégique de la part des joueurs qui veulent affronter des boss mondiaux tels que le Balai des Jumeaux ou encore Thanatos qui ont chacun des capacités et des apparences uniques. Mais tout n'est pas que combat dans Zenless Zone Zero, toujours dans son style qui le caractérise tant, au graphisme et au soundtrack vraiment stylé, vous pourrez gérer votre propre vidéoclub dans la ville de New Eridu et embaucher de nouveaux agents, passer du temps en mangeant ensemble, en regardant des films ou encore en jouant à des mini-jeux. Alors n'attendez plus et téléchargez le jeu dès maintenant, gratuitement en description et préparez-vous à arpenter les champs de bataille de Zenless Zone Zero. Il est l'heure de se plonger dans le chapitre et le premier sujet que je veux absolument aborder est celui du punk record. La guerre a beau être terminée, Egghead continue de trembler. À peine ont-ils eu le temps de récupérer le cerveau de Vegapunk que celui-ci avec le punk record leur glisse entre les doigts. Et oui les bros, plus personne n'y croyait mais 1 an et demi plus tard, une nouvelle théorie s'est validée. 3 de mes théories se sont même confirmées au total dans ce chapitre et la première fut le punk record s'envolant dans les airs grâce à la technologie de Vegapunk et échappant des griffes du gouvernement. C'était dans la review du chapitre 1074 que je vous dévoilais ce plan que Vegapunk pourrait mettre en marche afin de protéger, de sécuriser son cerveau, la partie la plus importante d'Egghead. Et pour le coup, même si je pensais de base que ça allait leur permettre d'échapper au gouvernement mondial, c'est plutôt agréable de voir cette petite théorie se valider. En même temps, frère, je savais même plus quel sentiment ça faisait. Bon, après, Luffy n'a toujours pas été capturé, mais ça c'est un petit détail, hein, vous inquiétez pas. Bref, on arrête de se jeter des fleurs, j'en garde un petit peu pour plus tard, on va un peu parler du punk record du coup. C'est grâce à la machine à nuages, cette bouteille présente au centre de Egghead, que le punk record parvient à s'envoler dans les airs. C'est un écho plutôt intéressant à ce que disait Vegapunk dans le chapitre 1123. La nuagère, comme il l'appelle, est une machine créant donc des nuages, mais qu'il estime avoir un rôle central à l'avenir pour la sauvegarde de l'humanité. En effet, un véritable cataclysme se prépare, le déluge s'apprête à engloutir le monde et la seule voie pour survivre se trouve dans le ciel. La formation de nombreux îlots Nimbus, des îles célestes
reste à la Weatheria sera primordial pour sauver le maximum de personnes. Oda commence à mettre en place le maximum d'options de survie, témoignant donc que l'humanité entière va devoir bouger et migrer pour échapper à la mort. C'est d'ailleurs ce que sous-entendra Dragon à la fin du chapitre, mais ça on y reviendra également plus tard. Pour revenir au Punk Record qui prend son envol, nous pouvons comprendre que cette île, désormais à part entière, oscille entre une certaine forme d'indépendance et une programmation minutieuse effectuée par Vegapunk en cas d'urgence. Ça devient vraiment intéressant pour deux choses. Premièrement, et comme le montre ce chapitre, l'indépendance du Punk Record lui permet quand même de créer une copie des 4 esprits des défunts satellites Shaka, Pythagore, Edison et Atlas en un seul et même corps. Toujours dans le chapitre 1123, Vegapunk avait exprimé son regret d'avoir séparé l'envie de l'humain. Désormais, son cerveau agit de façon à recombiner tous les savoirs dans ce nouvel être qui sera sûrement d'une intelligence à toute épreuve et qui s'occupera bien de toute la manutention du Punk Record le temps que celui-ci soit en sécurité. Mais également, c'est la preuve parfaite que Vegapunk, lui, n'est pas mort au sens littéral du terme. Son cerveau continue de travailler, continue de vivre. Nous pouvons alors espérer une réapparition prochaine du Stella, le vrai Vegapunk qui se reclonerait sûrement en utilisant les organoïdes. La création de cet être ultime des Vegapunk, combinant les génies de ses satellites, serait purement et simplement l'humanisation du Punk Record lui-même, le summum de la technologie et des créations de Vegapunk. D'ailleurs, je me demande quel nom Oda va donner à ce nouveau satellite. Est-ce que justement il se nommerait pas sobrement le Punk Record, ou serait-il peut-être nommé en fonction d'une divinité du savoir et de l'intelligence? Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et du coup, la deuxième chose qui m'a pas mal hypé dans cet envol du Punk Record, c'est que ça ne fait qu'appuyer l'hypothèse de la review 1109 où, dans le courrier de Goji, on me demandait si je pensais que le Punk Record pouvait être envoyé en orbite, qui serait apparemment une référence à Dr Eggman de Sonic. Et pour paraphraser mes propos d'il y a quelques mois sur cette fameuse théorie, du coup, eh bien, l'espace reste un vrai monde à part entière dans One Piece qu'Oda pourrait totalement exploiter. Le seul vrai danger, c'est justement la présence de pirates ayant par exemple colonisé la Lune et qui se sont fait fumer par Ener. L'idée serait alors que Lilith, à la fin de One Piece, puisse rester près du Punk Record, le protégeant des menaces galactiques avec une nouvelle version du Vega Force, tout en lançant des missions d'exploration spatiale. Pendant ce temps, le Punk Record agirait comme un vrai satellite, cette fois-ci permettant à toute l'humanité d'avoir accès à son contenu partout et tout le temps. Et premier degré, c'est sûrement ma théorie préférée sur le futur des Vegapunk et leur création. Je trouve que ça serait absolument exceptionnel. Pour le coup, cet arc et sa technologie va quand même pas mal me manquer. Maintenant que les Vegapunk sont livrés à eux-mêmes, une question se pose, où vont-ils et que va-t-il leur arriver? Eh bien, il y a un risque, un grand risque même que le Punk Record soit à court d'énergie, puisque le lien avec le Mother Flame a semble-t-il été coupé alors qu'elle prodiguait toute l'énergie nécessaire à Egghead pour fonctionner. Heureusement, Vegapunk anticipe toutes les éventualités et établit un contact avec Aredas, un de ses confrères scientifiques qu'il semble apparemment bien connaître. Le grand météorologue de Weatheria, qui a d'ailleurs aidé Nami, va cette fois-ci prêter main forte à Vegapunk, mais ça va prendre du temps. Et ce temps pourrait être rentabilisé en faisant une petite mini-aventure des familles. Après la fin de celle de Yamato, une mini-aventure spéciale Egghead pourrait avoir lieu afin de voir l'histoire des personnages tels que les Vegapunk, comme je viens de le dire, qui partiraient en direction de Weatheria, mais aussi de Sentomaru qui dans le dernier chapitre quittait Egghead à bord d'une petite barque. Et bien sûr, sans oublier Miss Stussy n'étant plus apparue depuis un bon petit moment déjà et qui ferait elle aussi partie de la même mini-aventure scientifique. Le point d'orgue de cette nouvelle histoire serait alors leur retrouvaille et la reformation d'une équipe scientifique comme à l'époque, bien que moins nombreuse. Là je suis content parce que j'ai senti que derrière vos écrans, vous avez réussi vous aussi à être hypé de cette idée. C'est bien. Fait plaisir. Voilà pour cette partie sur le Punk Record et les Vegapunk en général, j'espère qu'elle vous aura plu, nous pouvons désormais passer à la suite, mais avant ça les bros, je vous invite à liker cette vidéo si vous désirez me soutenir gratuitement, ainsi qu'à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir et c'est une aide toujours aussi précieuse. Merci à tous. On a attendu ce moment depuis sa première apparition dans l'arc d'Egghead et il a fallu que ce même arc se termine, que les protagonistes s'en échappent pour que le grand méchant soit tué. Tué ou du moins sacrifié. Après avoir échoué à stopper la transmission de Vegapunk, Saturne subit le courroux d'Imu, implorant sa pitié avant de finir par vieillir et exploser, ne laissant apparaître que son squelette. En fait, Oda sait parfaitement faire des morts, faut juste que les protagonistes ne soient plus là. Bon et bien, que dire, à la fois quelle surprise et puis un petit peu de... c'était évident quand même, hein. En tout cas, il fallait que l'échec d'Egghead soit puni et qu'il y ait des conséquences. Si j'ai trouvé le Gorosei loin d'être décevant et même plutôt efficace en règle
très général, très global sur Egghead, il faut bien avouer que l'échec de la transmission de Vegapunk, qui n'a pu être arrêté que trop tard, a eu un impact trop lourd sur le monde. Il a ouvert une porte à l'humanité que le gouvernement n'est pas prêt de refermer. Et le responsable, c'est Saturne. C'est Saturne qui a été chargé de cette mission. C'est Saturne qui n'est parvenu à tuer Vegapunk ou à arrêter son message. Les autres doyens, eux, n'ont été là qu'en renfort. Il est donc normal que la sentence ne s'abatte que sur lui, que sur le véritable responsable. Puis finalement, ça reste aussi la confirmation de l'une de mes premières théories sur Saturne à Egghead, eh bien, sa mort. Dès le chapitre 1089, et avant même qu'il ne débarque sur l'île, je vous disais que le repas de Saturne était intriguant et pouvait rappeler l'Eucharistie, le dernier repas de Jésus pendant la scène marquée par deux aliments très importants, le pain et le vin, soit exactement le repas de Saturne avant d'arriver sur l'île. Cette théorie était entachée par la terrible question primordiale, est-ce vraiment du pain ou une saucisse? Mais bon, on n'en parle pas, c'est pas assez épique pour l'histoire de la vidéo là. Je ne savais pas vraiment donc comment la mort de Saturne sur Egghead pouvait arriver, mais il me semblait presque inévitable que ça ait lieu, bien que ce chapitre m'ait quand même pas mal surpris sur ce point là, et dans le bon sens du terme. Deuxième petite théorie validée du coup, ça fait plaisir. Ça fait bizarre aussi, mais j'ai pas l'habitude, donc wow. Allez, vas-y, on s'en fout parce qu'on a beaucoup de choses à analyser sur cette scène. Si Saturne n'est désormais plus notre problème, les conséquences et répercussions de sa mort sont assez nombreuses et on le voit très vite. Ainsi, nous allons voir l'origine du Gorosei qui se précise encore un petit peu plus dans ce chapitre, le nouveau rôle de Garling en tant que dieu guerrier de la science et de la défense, ainsi que Katarina Devon et sa récente interaction avec Saturne pouvant normalement prendre son apparence. Comment et pourquoi du coup? À quoi ça va servir? Commençons par l'origine du Gorosei, le sujet brûlant de cet arc d'Egghead. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais depuis que le Gorosei sont représentés comme de véritables démons immortels et invocables à partir des pentagrammes, carrément, nos yeux se sont portés directement sur Imu qui serait l'être capable de les invoquer, de les contrôler. Imu serait à l'origine des pouvoirs du Gorosei, et plus l'arc passait, moins le doute persistait. Pourtant, on n'avait toujours aucune idée de quel était vraiment ce pouvoir. Aujourd'hui est un grand jour pour cette théorie puisque Imu est la seule à avoir pu blesser un doyen, chose que Luffy, malgré tous ses efforts, n'a pas daigné réussir. Si ça n'apporte pas plus de compréhension sur le vrai pouvoir, comme je le disais, de Imu, j'aime me dire que c'est peut-être un moyen de mieux cerner les origines du Gorosei, que finalement ce ne sont que des guerriers recrutés par Imu au fil des années, des siècles, qu'ils ne servent qu'à remplacer un autre membre du Gorosei précédemment mort ou tué par Imu en personne, qu'à leur intronisation, ils se voient conférer de nouveaux pouvoirs ou même les pouvoirs du dieu guerrier précédemment tué. Si les 5 doyens que nous avons toujours connus depuis le début de One Piece sont apparemment en place depuis des siècles, comme le témoigne encore ce chapitre, quand le flashback d'il y a 200 ans sur Marie-Joise, lorsque Emmet a attaqué la cité, montre un Saturne qui commandait déjà les scientifiques du gouvernement, il n'est pas certain qu'au-delà de cette date, le Gorosei fut toujours composé des mêmes membres. Ils sont immortels, c'est une certitude, c'est même validé dans ce chapitre. En tout cas, ils le sont jusqu'à ce que Imu décide. C'est la raison pour laquelle, à l'origine, quand Imu s'est entouré des 5 doyens pour la servir, ils étaient peut-être différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui. D'autres doyens morts exécutés par leur maître au fil des siècles et au fil des échecs qu'ils ont subis, comme Saturne avec le cas de Vegapunk et de Egghead. Saturne ne serait alors pas le premier à être puni de la sorte par Imu, et ça nous allons le développer dans la prochaine partie. Une partie qui concerne Garling, car à la surprise générale, Saturne n'était pas encore mort, que Garling était déjà convoqué pour devenir le nouveau dieu de la guerre qui allait le remplacer. Alors je sais pas vous, mais j'ai plein de questions. Déjà, qui a convoqué Garling? Ce n'est pas le Gorosei, puisque eux-mêmes sont surpris de sa présence. C'est évidemment la seule force qui se trouve au-dessus de eux, Imu, qui peut en être à l'origine. Plus précisément, je pense que c'est la servante d'Imu qui aurait transmis les ordres à Garling, puisque Imu ne rencontre que très rarement, voire jamais, quelqu'un d'autre que cette mystérieuse servante. D'ailleurs, et si je ne dis pas de bêtises, bien qu'on les ait vus beaucoup interagir, surtout ces derniers temps, les seules fois où Imu et le Gorosei furent réunis dans la même salle sont au chapitre 908 et au chapitre 1085, chaque fois près du trône vacant. Autrement, ils communiquent à travers un Dendenmushi, rien d'autre. Ça ne change rien au fait que Garling, s'il ne l'était pas avant, est désormais totalement au courant de l'existence d'un roi du monde. Maintenant, faisons suite à la théorie que je venais de vous expliquer. La mort atroce qui plus est de Saturne par Imu est une preuve qu'elle ne s'attache pas à eux comme s'ils étaient irremplaçables. Le Gorosei est donc un ordre destiné à la servir, à ne pas la décevoir et dans le cas échéant à être supprimé et remplacé. Mais contrairement au Shichibukai, pour ne citer que, l'ordre des doyens doit être strictement refermé et ne peut être rejoint par n'importe qui. C'est pourquoi ce chapitre m'a donné une toute autre perception des chevaliers divins, ou du moins m'a rappelé une théorie que j'avais faite lors de leur introduction au chapitre 1083. Et vous allez voir, c'est très rare que je dise ça, notez-le. J'ai plutôt tendance à jouer la carte de l'autodérision ou même, voilà, de l'humilité, en tout cas au maximum. Mais pour le coup, j'ai été vraiment
pas mauvais dans ma réflexion. En effet, lors de la présentation des chevaliers divins, des Tenryubito guerriers, j'avais conclu que par leur puissance et leur ressemblance avec le Gorosei, ils étaient destinés à être les remplaçants de ces derniers. Que le Gorosei, les 5 doyens, en tant que guerriers arborant des cicatrices et des armes, témoignent d'une grande expérience en combat et que les seuls autres guerriers dragons célestes connus sont donc les chevaliers divins. Ainsi, ces mêmes chevaliers divins étaient des sortes de prétendants au titre de Gorosei, qui ne cherchent non pas à faire chuter les doyens pour prendre leur place, mais plutôt qu'ils soient leurs remplaçants si l'un des membres du Gorosei venait à mourir ou disparaître. Ils sont sur liste d'attente quoi. Je suis allé plus loin en disant même que les chevaliers divins seraient également reliés au thème astral et céleste du gouvernement pour coïncider avec le Gorosei. 3 chapitres plus tard, Garling apparaît avec une coupe de cheveux rappelant un croissant de lune. Voilà, donc 3e théorie quasiment confirmée, pas encore totalement, mais pour cette fin de Egghead, ça rattrape pas toutes les autres mauvaises, mais bon, c'est déjà pas mal. Par-dessus tout, si cette théorie se confirme, alors cela signifie que les doyens que l'on connaît aujourd'hui, comme je le disais, sont d'anciens chevaliers divins d'il y a plusieurs siècles, ayant simplement pris la place successivement d'un doyen ayant échoué dans une mission confiée par Imu, comme par exemple de retrouver le Gomu Gomu no Mi, ou encore d'éteindre définitivement l'une des races alliées de Joy Boy. Bon, de ce côté-là, je pense qu'on a tous compris le concept, mais une autre question pèse dans mon esprit. Un autre problème apparaît avec l'intronisation de Garling en tant que doyen. Qu'en est-il de ses pouvoirs? Du strict minimum que l'on a vu de lui, il semble être un épéiste hors pair, mais c'est tout. À aucun moment il n'a teasé un potentiel pouvoir différent, et pour être totalement honnête avec vous, j'ai juste la sensation qu'il n'en a pas. Il n'a pas de pouvoir de démon, ou du moins pas encore. Si tous les membres du Gorosei ont une forme démoniaque, ça devra forcément être le cas pour Garling, et j'ai l'intime conviction que maintenant qu'il a repris le titre du dieu guerrier de la science et de la défense, Garling reprendra également les pouvoirs de Saturne. Les pouvoirs que Saturne aurait lui-même hérité d'Imu, qui le lui aurait conféré, se verraient être transférés à Garling, devenant le nouveau Gyuki du Gorosei. Et cette révélation sera la preuve ultime que l'on attend depuis plus d'1 an que Imu est bel et bien à l'origine des formes démoniaques du Gorosei, qu'elle peut leur attribuer les pouvoirs qu'elle veut ou leur retirer la vie à absolument n'importe quel moment, quand elle veut, où elle veut. Ce chapitre n'a fait qu'amplifier la terreur incarnée par ce personnage. Imu ne pardonne pas, Imu ne laissera plus passer les erreurs, mettant autant la lumière sur le siècle oublié. Et ça, les doyens restants le savent parfaitement. Garling va désormais jouer un rôle crucial au sein du Gorosei et aura la surveillance de York. Pour l'heure, on ne sait pas encore s'il possède des compétences scientifiques, mais il faut croire qu'il travaillera pour que la traître des Vegapunk puisse fournir à la demande du Mother Flame à Imu, et que cette dernière déchaîne le pouvoir de l'arme antique qu'elle possède. On en vient à la partie finale du cas Saturne. Katarina Devon. Quel est ton plan, Oda? Pourquoi avoir donné à Devon l'occasion de toucher Saturne afin de, si on dit pas de bêtises, pouvoir prendre son apparence grâce à son fruit du démon pour finalement tuer le doyen dans le même arc? Alors si je me dandine depuis le début de la vidéo avec 2 ou 3 théories plus ou moins validées, je vais faire beaucoup moins le malin maintenant parce que le cas de Katarina Devon et Saturne est sûrement l'un des plus compliqués et des plus vastes. J'irais même jusqu'à dire que ce scénario est l'un de ceux qui me perdent le plus avant même de commencer à les travailler, mais on va quand même essayer d'y trouver une sorte de logique. Déjà, Devon ne pourra plus créer l'effet de surprise sur Marie-Joise et jouer la carte de l'infiltration au milieu des autres membres du Gorosei. C'est simple, tout le monde va savoir qu'il est mort, voilà. Que ce soit les vice-amiraux qui ont assisté à la scène et qui vont devoir la reporter à leurs supérieurs, ou encore les autres doyens qui ont très bien compris qu'ils ne reverraient jamais Saturne. De ce côté-là, plus de surprise. Soyons honnêtes, si le plan était de remplacer Saturne en prenant son apparence, c'est totalement tombé à l'eau. On pourrait penser que les citoyens du monde tomberont eux dans le piège, mais là encore j'en doute un petit peu. Déjà, tout le monde ne semble pas connaître l'apparence d'un Gorosei, tant il se montre jamais. Mais en plus, la nouvelle de la mort de Saturne risque de se répandre sur tous les océans. Donc je pense définitivement que l'apparence de Saturne prise par Devon servira plutôt à découvrir une partie de sa mémoire, une partie de ses souvenirs. C'est le meilleur compromis que l'on puisse trouver dans cette situation aujourd'hui. Le Zoan mythique de Devon aurait donc une différence du Mane Mane no Mi de Bonclé et ne recopierait pas que bêtement l'apparence de celui qu'elle touche, mais aussi ses pouvoirs ou ses souvenirs. De l'autre côté, même si Saturne meurt, ça ne changerait pas le plan de Barbe Noire qui était de découvrir les secrets les plus cachés et tabous du gouvernement. Le summum de cette théorie arrive avec Pudding, elle qui est une 3 yeux pouvant apparemment décrypter les poneglyphes. Pourtant, elle possède un autre pouvoir tout aussi intéressant, si ce n'est même plus que lui en réalité, celui du Memo Memo no Mi, le paramécia de la mémoire capable d'explorer et même de modifier
modifier les souvenirs d'une personne. Si Devon a un fruit beaucoup plus puissant que celui de Bonclé et que l'apparence de Saturne lui permet aussi d'en exploiter les souvenirs, alors Pudding serait parfaite pour permettre à Barbe Noire et son équipage de découvrir tous les secrets que cache le gouvernement mondial à travers les souvenirs de Saturne. L'existence d'Imu sur Marie-Joise, l'existence d'une arme antique capable de détruire une île, les expérimentations médicales et scientifiques de Saturne dans l'utilisation et la création de fruits du démon comme il l'a fait pour Bonnie, et peut-être même l'entrée et le secret de la chambre fantôme mentionnée par un garde au chapitre 1084, ainsi que l'existence d'un chapeau géant sous Marie-Joise. Il y a encore tellement de secrets que cache le Gorosei, de secrets dont nous avons connaissance de l'existence et d'autres, absolument pas. Imaginez le pouvoir, le savoir qu'obtiendrait Barbe Noire si, grâce à la combinaison des fruits du démon de Devon et Pudding, ils parviennent à découvrir tous ces secrets. C'est là, je pense, le vrai intérêt du chapitre 1107, la véritable mission de l'empereur sur Egghead et toute l'importance que cette minuscule case représentera dans le futur. Pour conclure, la mort de Saturne, vraiment intense. Ouais, j'ai adoré ce chapitre car j'ai vraiment senti que, tu vois, ça rigolait pas. On arrive sur des enjeux bien trop importants pour que des échecs aussi importants, justement, soient juste balayés d'un revers de la main. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Les pouvoirs d'Imu restent toujours autant intrigants, ça bouge pas, Faudrait que je me penche davantage sur le sujet de son fruit du démon et que je vous en fasse même une vidéo à part entière. Mais même si de nouvelles choses nous sont dévoilées comme la mort de Saturne aujourd'hui, eh bien le mystère d'Imu reste tout de même très bien gardé. Je n'ai pas parlé de deux choses, Doberman et le passé de Saturne sur Marie-Joise, en tout cas pas beaucoup. Pour Doberman qui subit une attaque directe de la part de Saturne, je ne saurais dire s'il est mort ou vivant à l'heure actuelle. Je pense quand même qu'il a survécu, sa tête n'ayant pas explosé comme le soldat de la marine du chapitre 1094, ayant subi la même attaque par Saturne. Pour le coup, j'aurais bien voulu que le vice-amiral meure, ça n'aurait fait qu'appuyer la terreur et la puissance du Gorosei. Pour la partie sur Marie-Joise, elle est primordiale pour confirmer que, oui, du coup, il y a même 200 ans, Saturne était présent, on ne sait pas pour les autres, mais lui était là, et c'est la preuve ultime qu'ils sont autant immortels que ne l'est Imu lorsqu'ils sont sous son commandement. Les trois scientifiques m'ont fait penser à des figures connues, mais j'arrive pas à mettre un nom sur eux, j'ai l'impression que celui de droite c'est Robotnik, justement, de l'univers Sonic. Celui du milieu c'est Emmett Brown, le scientifique de Retour vers le futur, bien sûr, mais possible que je me trompe. En tout cas, c'est ironiquement grâce à eux qu'Emmett a pu sauver les Mugiwara dans cette fin d'Egghead. Comme quoi, la vie ne tient vraiment qu'à un petit fil. Dites-moi, vous, de votre côté, ce que vous avez pensé de cette partie du chapitre. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a hypé ou au contraire, un petit peu déçu. Mais si moi, je dois vous donner mon avis, plus que jamais, j'ai ressenti qu'un avant et un après existaient dans One Piece. Egghead a marqué les esprits. Si ce n'est pas les vôtres, c'est ceux vivant dans le monde de One Piece. Ils sont affolés, ils sont à la recherche de questions. L'histoire continue et ne va pas cesser de nous surprendre. Maintenant, passons à la dernière partie de ce chapitre et cette review, Dragon. Dragon, ou devrais-je dire les révolutionnaires, car tous réalisent peu à peu les révélations de Vegapunk. Après avoir résumé le message de ce dernier, ils se sont rendus compte, comme nous, que la hausse des eaux avait déjà marqué le monde façonné par les dragons célestes, expliquant leur localisation sur Redline, le point le plus haut du monde, ou encore la construction de ponts géants comme Tequila Wolf, mais pas seulement. Trois autres ponts similaires dont on n'avait pas connaissance ont été révélés. Vodka Wolf, Rum Wolf et Bourbon Wolf. Ce qui veut dire que, étant donné la localisation de Tequila Wolf sur East Blue, les trois autres ponts se trouveraient sur West Blue, South Blue et North Blue. Le projet du gouvernement à travers ces gigantesques ponts serait de relier les quatre mers par la même voie et peut-être d'en faire un pont unique. Mais alors ce projet s'arrêtera-t-il qu'à ces quatre mers? N'ont-ils rien de prévu pour Grand Line? Eh bien déjà, toutes les îles étroitement liées au gouvernement mondial, comme Alabasta ou Dressrosa, qui sont sous leur juridiction, voient leur palais royal être placé bien plus en hauteur, comme pour se protéger effectivement d'une montée des eaux. À part ça, ils n'ont rien l'air d'avoir prévu pour cette partie du monde, pour Grand Line, étonnamment, comme s'ils étaient bien contents finalement que toutes les îles de cette mer soient englouties, emportant au passage le maximum de traces de l'ancien royaume. À vrai dire, et pour le moment, un plus grand danger se profile, celui d'une guerre civile. L'inquiétude principale de Dragon se traduit par le manque de confiance qu'il a en l'humain. Les derniers mots de Vegapunk risquent d'éveiller les consciences, certes, mais aussi une certaine ardeur. Une guerre risque d'avoir lieu, une guerre où les citoyens se battront pour trouver un endroit sûr, une guerre qui pourrait détruire le monde avant même l'apocalypse. Et Dragon, lui, veut trouver une solution. C'est vraiment une partie que je n'avais pas imaginé, la guerre entre citoyens pour la survie, et c'est vraiment terriblement bien pensé. Des mouvements de foule, de la hâte, la recherche de la sécurité. Si certains pays réussiront sûrement à se protéger sans délaisser quiconque, d'autres pays seront beaucoup plus égoïstes. Certains citoyens feront tout pour privilégier leur sécurité à celle des autres, à celle d'inconnus. Le monde entier ne pourra être sauvé et ce chapitre le confirme davantage. J'aime
j'aimerais, avant de conclure cette partie, revenir sur la déclaration de Koala. Celui qui mettra la main sur le One Piece deviendra à partir de maintenant le roi des pirates et obtiendra à nouveau ce pouvoir caché. Êtes-vous conscient qu'il existe quand même une chance, aussi infime soit-elle, que Barbe Noire devienne le roi des pirates avant Luffy et que dans son désir de contrôler le monde, utilise le pouvoir caché qu'il va obtenir pour reproduire la tragédie d'il y a 800 ans? Et si finalement c'était ça la fin de One Piece, un monde noyé dans les eaux et les ténèbres par Teach, dont le foreshadow se trouverait dans l'une de ses premières attaques emblématiques d'il y a 17 ans, Kurozu, signifiant littéralement eau noire tourbillonnante, et qui dévancera Luffy en devenant le roi ultime des mers? Et si Luffy finalement ne devient pas le roi des pirates exactement de la façon dans laquelle on l'imagine depuis tant d'années? Et si pour vraiment sauver le monde, Luffy devait attendre qu'il soit détruit par Teach avec ce trésor censé le renverser? D'une façon ou d'une autre, Luffy réalisera son rêve, il n'en fait aucun doute là-dessus, c'est évident, que ce soit son rêve caché ou son rêve de liberté. Même s'il y a peu de chances que ça se passe ainsi, il ne faut pas mettre de côté l'hypothèse que Barbe Noire n'échouera peut-être pas, qu'il ira au bout de son objectif de contrôle du monde et qu'en tant que roi des ténèbres, fasse régner le chaos et la destruction. Eh bien, c'est la fin de cette review les bros, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura plu, et comme d'hab, pour me montrer ça, petit like, voilà, ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous ce soir sur Twitch pour un live sur le chapitre, et surtout demain soir, lundi, aux alentours de 19 h, pour l'opening de fou qu'on vous a préparé avec le frérot Jumpy Chiban, que vous pouvez retrouver en description si vous aussi souhaitez acheter des figurines, cartes et goodies One Piece officiels. Les codes apparaissant à l'écran sont toujours valides, de quoi vous faire plaisir à bien moindre coût. Je vous dis alors à ce soir, à demain et à la semaine prochaine également pour une nouvelle review. Peace les bros, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bah peace du coup je l'ai déjà dit, merde, peace.